Dimanche 6 octobre. Merci de nous choisir pour vivre votre matinée de dimanche. Un dimanche résolument politique depuis 10 heures sur E-Télé. On enchaîne justement avec le décryptage. Agapit Napoléon est déjà installé, expert en management électoral, expert en gouvernance. Il est ici à E-Télé, chroniqueur politique. Bonjour à vous. Bonjour à Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bon dimanche. Allez, merci. Et bon appétit sans doute à ceux qui Bon appétit à eux. Merci à vous pour la fidélité de tous les dimanches. L'actualité, c'est bien, entre autres, le dialogue politique. Abraham Ziznoué, juste avant vous, est passé. Et avant lui, Nazer Dossa, tous ont évoqué ce sujet-là. D'abord, globalement, de façon verticale, votre appréciation de leur, on va dire, de leurs propos sur cet aspect-là. Je pense qu'ils sont restés dans la ligne. C'est-à-dire un dialogue, on ne refuse pas d'aller au dialogue. Et un dialogue, c'est pas un dialogue qui surprend, c'est un dialogue qui est connu, qui a été acté par le chef de l'État, qui a été demandé beaucoup par beaucoup de personnalités de la classe politique nationale, de la société civile peut-être, que les politiques se parlent. Et le chef de l'État l'a acté lors de son intervention de mai dernier. Donc voilà le dialogue. Alors donc, quand on est dans ces conditions-là et que l'opportunité donc de débattre entre soi arrive, il n'y a pas de raison de ne pas prendre le rendez-vous. De là peut-être à vous demander, au-delà de ce qu'ils ont dit, ce que ce dialogue-là pourrait changer dans la vie politique, dans l'ambiance, l'atmosphère politique actuelle. Le dialogue change toujours quelque chose. Le dialogue, c'est que les gens se parlent. Et bien, au-delà de se parler, il faut que les gens s'écoutent. C'est ça le dialogue. En réalité, c'est peut-être le plus dur. Parfois, parfois, on ne mesure pas le deuxième aspect, c'est-à-dire le sens de l'écoute. Parce que beaucoup parlent. Mais quand vous êtes interlocuteur, vous parlez, vous ne vous écoutez pas, ça devient un monologue. Soit des monologues croisés, soit des monologues successifs, et ça ne débouche sur rien de concret. Parce que chacun s'enferme dans sa tour et dans sa pensée, pensant qu'il détient la science absolue. La science absolue, elle appartient au droit. Mais le droit est fait par les gens, par les hommes. Tant que c'est fait dans les conditions requises, connues par les institutions qui en sont habilitées, et dans les formes requises, ce droit des hommes s'impose aux hommes et devient loi de la République. Mais la même loi de la République peut être reprise par les hommes dans les mêmes conditions pour évoluer. Donc rien n'est statique, rien n'est immuable, tout est dynamique. Donc il n'y a pas de raison de croire qu'une situation d'aujourd'hui ne peut pas avancer demain. Donc le dialogue permet d'avancer justement sur ce terrain. Des questions qui ont fâché, des questions qui ont divisé, des sujets sur lesquels on n'a pas pu s'entendre. C'est l'occasion lors du dialogue de se parler et peut-être de voir les points de convergence, des points sur lesquels on peut faire des efforts d'entente et les points de divergence sur lesquels on peut continuer à travailler. Voilà. Globalement, depuis que la date a été, on va dire, annoncée, globalement, les partis ont pris rendez-vous, sauf un cas sur lequel on va revenir. Mais de ces partis qui seront rendez-vous le 10, que peut-on attendre? Le problème, c'est quels sont les défis actuels d'un débat politique. Je pense que le chef d'État a donné la voie à suivre lors de son intervention de mai. On connaît donc les possibilités. Si on fait attention, on comprendra que le dialogue s'ouvre sur les réformes, notamment. Je ne suis pas dans le secret et je ne suis pas dans l'organisation, mais je prends pour témoin la sortie présidentielle de mai dernier. Après avoir analysé les conditions de l'organisation des législatives et tout ce qui a suivi, a dit qu'il y aurait un débat, un dialogue national. Puis les gens le réclamaient, mais il a dit qu'il y en aurait. Il a réclamé plein de choses, débat national, de conférence nationale, tout ça. Mais le chef de l'État, on n'est pas dans les conditions de 89. On n'est pas dans les conditions de cessation de paiement, on n'est pas dans les conditions d'absence de l'État. On n'est pas dans les conditions d'absence d'une constitution, comme ce fut le cas en 89, lorsque les instances du PPB ont décidé que le parti ne dirigeait plus l'État, en levant à la loi fondamentale de 77, toute sa substance. Donc, nous sommes dans un contexte différent aujourd'hui où la Constitution est en vigueur, où le président de la République est dans son mandat, où les institutions sont régulièrement en place. Donc, il n'y a que le chef d'État doit écouter les différentes forces politiques, les écouter dans leurs desiderata et voir, analyser par rapport à l'évolution de la vie politique, qu'est-ce qui peut être corrigé pour que ce qui n'a pas marché ici puisse marcher là et que nous puissions évoluer, notamment dans le cadre des réformes. Parce que, je suis d'accord avec Jean-Louis, il ne doit pas être question de faire marche arrière. Il peut y avoir des réglages, des restructurations, mais on ne peut pas arrêter les réformes, on ne doit pas arrêter les réformes. Ce serait un échec.
Ça veut dire que la réforme du système partisan, la réforme du code électoral, ces réformes qui tendent à assainir la vie politique doivent se maintenir. Et le chef d'État l'a dit, ce qui peut être corrigé doit pouvoir l'être par la législature actuelle de l'Assemblée nationale. Par rapport à l'opposition, il s'agit donc de réactiver le statut de l'opposition et de lui donner un espace d'expression. Ça, le chef d'État l'a dit dans son nom. Si moi je me résume, je me dis que le dialogue peut faire le point des conditions dans lesquelles certains partis n'ont pu avoir leur récépissé, les points des législatives, le point des lois de réforme politique notamment, et peut-être lancer des perspectives pour corriger ce qui n'a pas pu marcher, corriger les failles, afin rectifier les tirs, comme on le dit, et mettre en place un dispositif meilleur que ce qui avait existé. Mais même là, dispositif meilleur, ce sera l'instant d'aujourd'hui. Demain, on peut encore avoir de nouvelles difficultés. Donc, c'est pour ça que le dialogue doit être permanent. Alors, les partis qui vont y aller, il faut déjà que, comme je vous ai dit, ils soient dans la dynamique de l'écoute, qu'ils soient dans la dynamique de la communication saine, qu'ils soient dans la dynamique de proposition, et qu'ils sachent que nous ne sommes pas en 89, et que nous ne sommes pas dans un schéma où l'État n'existe plus, et que nous avons une constitution que tout le monde a d'ailleurs xarisée, enfin gravée dans du marbre, que personne ne veut qu'on touche, et donc du coup, dont les institutions sont régulièrement en place, et que dans ces conditions, ceux qui vont dans des exigences qui relèvent du rêve, et du genre, il faut un médiateur, il faut que quand même pas besoin de l'État, le médiateur national, c'est le chef de l'État. Il est garant de tout ça, il est élu pour ça, il a un mandat. Donc on n'a pas besoin d'un médiateur, il est le meilleur médiateur pour nous jusqu'à la fin de son mandat. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait des exigences. Quand le président de la République vous appelle, c'est le médiateur national qui vous appelle, vous allez, vous parlez et puis on discute. Dans ces conditions-là, on se demande bien les possibilités qu'ont les partis, bien évidemment, de se soustraire à cette invitation-là. Et là, on aborde le cas du parti FCBE, justement, qui, avec un écrit qui circule sur les réseaux sociaux, l'authentification reste encore à faire parce que les responsables, certains, disent quand même que c'est pas encore un document fini, envoyé. Et là, il y a quand même du flou sur la participation ou non des FCBE à ce rendez-vous-là. À partir du moment où, de manière claire, honnête et responsable, les dirigeants du FCBE n'ont pas dit qu'ils ne participeraient pas, je pense que ce n'est pas la peine qu'on polémique sur le sujet. Ils auraient tort, mais alors très tort, mais alors trop tort. De s'écarter. Ils auraient beaucoup tort de ne pas y aller. Chez nous, l'adage dit on ne refuse jamais l'appel. On peut après ne pas accepter ce qui résulte de l'appel. Ne pas y aller, mais fuir le dialogue, c'est grave. Ils ont déjà fait ça une fois. Je vous ai dit, j'ai répété ici plusieurs fois que le défaut de consensus pour aller aux législatives est dû à la politique extrémiste du FCBE, notamment de l'opposition, qui n'a rejeté sa signature après la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Le reniement par Eric Ondete et par Gaba Yaya de leur signature a ouvert la voie à une situation de crise que nous traitons, qui nous a conduit aux législatives. Donc, si les législatives dans lesquelles beaucoup de partis ne sont pas allés, après ils devaient s'en prendre à eux-mêmes. Donc, si les FCBE, aujourd'hui encore, enfoncent les mêmes trompettes et adoptent les mêmes stratégies, les mêmes positions, ils auront les mêmes résultats, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dialogue se fera sans eux. Ce serait tellement dommage parce que il est important que les personnalités lucides du camp FCBE puissent compter dans l'animation de la vie publique. Il est important que ceux qui ont le sens de l'État, la notion de l'État, l'État non personnalisé, mais l'État dépersonnalisé, donc l'État qui appartient à tous ces noirs des individus, l'État dans lequel chacun a une place à jouer, ceux qui ont le sens de cet État au sein des FCBE, il faudrait qu'ils aient la possibilité de compter dans l'animation de la vie publique, en se mettant en réserve systématique, avec des attentes qui sont sûres que les cas ne sont pas satisfaites, avec des exigences fallacieuses. Il est évident qu'il n'y a rien à attendre eux-mêmes, ils doivent le savoir. Ce serait dommage, comme je le dis, je ne connais pas la position de FCBE encore, mais si tant est qu'il y a un petit conseil qu'un ami et qu'un citoyen peut leur dire, c'est d'y aller. C'est une occasion en or que le chef d'État leur a faite
et qu'il ne faut pas qu'ils fassent encore les mêmes erreurs de la dernière fois. Il faut qu'ils aillent et qu'ils comptent dans ce qui va se passer. Parce que ça se passera avec ou sans eux. C'est la République qui est en marche. La République ne peut pas s'arrêter à des individus. La République compte au-delà des individus. L'État est en mouvement. Les lois de la République doivent être appliquées. Elles sont déjà là. Elles sont déjà des lois de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a des éléments à corriger, comment vous voulez que dans un débat, les gens disent qu'il faut que les exilés rentrent? Mais qui les exilés? Il y a des gens, des citoyens qui ont des problèmes particuliers. C'est vrai. Moi, je ne vais pas rentrer parce que les procédures judiciaires, administratives, c'est complexe. Ce n'est pas le propre d'un chroniqueur, d'un analyste de se mêler de ces questions. Il appartient à la diplomatie interne, c'est-à-dire au dialogue. Au dialogue, justement. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui sont corrigées. Tout à l'heure, Zingiroko a parlé de débat politique national au Cameroun. Quand ce débat s'ouvrait, dimanche dernier, il y a une semaine, les gens ne croyaient pas que ça fonctionnerait. Bon, alors, quand la conférence nationale s'ouvrait, au Bénin, en février 90. Personne ne croyait. Personne. 2 jours, ils ont chamaillé, péroré, diatribé, disserté, sur tout ce qui pourrait relever de l'intention de Kérékou. Les gens avaient imaginé des scénarios les plus ubiesques ou rocambolesques, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et puis après, ça a échoué, ça a marché, et chacun commence par... Ça ne peut pas tirer. On ne peut pas savoir, on ne peut pas présager de l'issue des débats. Il faut ouvrir les conditions. S'il a fallu un moyen de Souza pour décanter des situations qui paraissaient inextricables en 89, il peut aussi exister en 2019 des personnalités. Et pourquoi pas au sein de FCBE même, pour pouvoir ouvrir le jeu. Je pense que ceux qui l'ont fermé peuvent l'ouvrir. Oui. C'est pour ça que dire non au dialogue, c'est s'exclure soi-même du débat. C'est dommage parce que je dis, au sein de l'FCBE, il y a des personnalités lucides qui peuvent compter, qui doivent compter pour que la vie politique soit mieux animée. Justement, est-ce que la société civile, justement, est-ce qu'elle a sa place là-bas dans le dialogue politique? Écoutez, on parle de débat politique, ce n'est pas un débat de société civile. La société civile, elle est là, elle est de côté. Si elle se mêle de ça, elle devient une partie prenante. Et justement, nous avons souffert d'une société civile partie prenante dans le débat politique. Regardez Nicolas Hulot en France, par exemple. Je ne prends que cet exemple. Quand il entre au gouvernement, il est perdu. Parce que il est une porte-voix. Enfin, c'est un porte-voix. Il est une personnalité qui passe des idées. Des idées en termes de perspective. Il met les idées en perspective. Un influenceur. Et il appartient à l'État de s'en saisir. Et lui, activiste, il peut utiliser les canaux qu'il a pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais quand il est dans le gouvernement, il ne peut pas. On ne peut pas mélanger cette posture avec la posture politique. En tout cas, pas avec la posture de la décision politique. Ça veut dire simplement quoi? La société civile n'a rien à faire dans les débats politiques. La société civile n'est pas parti politique. La société civile examine, analyse, met ses alertes et disparaît. Elle ne délibère pas. On a souffert du mélange de gens, si bien qu'on a fait croire à certaines sociétés civiles qu'elles sont déterminantes. Non, c'est prendre la place des partis politiques et qui doivent animer la vie politique. Ce n'est pas la société civile qui anime la vie politique. Donc, elle n'a rien à faire dans un débat de genre. Ce n'est pas sa place. Elle peut animer, elle peut créer son débat, elle peut demander son débat, son dialogue national avec le chef de l'État en disant, nous, société civile, on veut parler avec le président de la République de l'avenir de la société civile, de nos implications dans la gestion de la vie publique. Ça peut se faire. Mais la société civile ne peut pas se substituer, s'asseoir au même titre que les partis politiques. Regardez combien de temps il faut pour que les partis politiques soient validés. Regardez les exigences de réforme. Et aujourd'hui, quand quelqu'un, la société civile, vous savez comment ça se crée. Non? Donc, je ne parle pas de celles qui se sont, celles qui se sont battues pour avoir leur place dans la situation. Je ne parle pas de celles-là. Mais il y en a plein qui se créent entre deux humeurs ou autour de deux parties de poker. Non, c'est pas à ce moment. Non, on ne peut pas mélanger ces choses-là. Donc, vous voyez, et puis, elles ne sont contrôlées par aucune exigence politique. À la matière, le débat politique n'est pas celui de la société civile. La société civile est en dehors de ça et analyse les choses différemment. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de mélange de gens possible. C'est comme si vous dites qu'il faut que les médias soient partie prenante du débat politique. Ce n'est pas leur rôle.
C'est pas leur rôle. Les médias n'ont rien à foutre dans le débat politique. Ils couvrent, d'accord, mais ils n'ont rien à dire de couvrir le débat. Ils n'ont pas à la table. Vous dites qu'il faut que le clergé soit, ou que les conférences religieuses, mais c'est pas leur place. Ils n'ont rien à faire là. Par exemple, donc, il ne faut pas qu'on mélange. La conférence nationale, c'était la conférence nationale des forces vives de la nation. Pas des politiques. Et c'était pas des politiques. Et c'était dans une situation de conjoncture politique nationale. La situation était conjoncturelle, mais était à la fois également structurelle. L'État a disparu en son sens de pouvoir politique. On ne peut pas mélanger ça. L'État a disparu parce que sa souveraineté était remise en cause par la banqueroute. Il ne faut pas qu'on mélange ces choses-là. Il y en a qui sont encore nostalgiques. C'est vrai que 30 ans, nous parlons pour ceux qui avaient 30, 40 ans, ils n'ont que 70 ans. Donc, il y en a encore qui continuent d'être nostalgiques. Nous, ceux qui avaient 20 ans en ont 50, ceux qui en ont 10 en ont... Donc, les gens ont entendu parler et c'est encore beau dans leur tête. Il faut qu'ils retournent dans les conditions, dans l'ambiance de 89 pour voir les conditions. On n'est pas dans le contexte de 89. Il faut que les gens balayent ça. Et donc, ce qui a été fait après la conférence de 89 ne peut plus être fait aujourd'hui. Par exemple, quand je regarde notre constitution qui a bâti beaucoup, qui a drainé le tapis rouge pour plein de droits en réaction à la constitution de 77, puis j'estime qu'elle était dictatoriale. Après, on s'est rendu compte que vous ne pouvez pas offrir des droits si vous ne vous rassurez pas des devoirs. Finalement, le même État a fini par comprendre que on est allé peut-être un peu trop loin, d'où certaines rectifications faites ou parfois de manière abusive par les cours constitutionnels depuis la 2e, 3e, 4e et autres mandatures. Donc c'est pour vous dire que non, on n'est pas en 89, on est en 2019, avec des exigences différentes, avec des contextes totalement différents. Et si vous n'allez pas au débat politique, il y a un pouvoir politique qui est en place, qui va continuer à exercer et qui, à thème régulier, on a fini la législative. On aura les élections locales dans quelques mois. On aura les élections présidentielles dans 18 mois. Absolument, l'État avance. L'État tourne. Avec ou sans ceux qui seront au débat. Alors, puisque nous parlons de la société civile, parlons bien évidemment de ce qu'a évoqué Abraham Zizoué. À propos, bien évidemment, des élections dernières, Abraham Zizoué est revenu là-dessus. Votre mot sur cet aspect? Oui, normalement, si c'est la NLC, c'est qu'elle n'a plus à soulever ce problème. C'est une affaire de discipline. Si c'est la NLC, structure étatique, si le président Elias intervenait en qualité de la NLC, c'est que, d'abord, le mandat que la NLC donne aux commissaires, dont à ses membres, n'est pas d'aller faire de l'alerte à la radio et à la télévision. Ça, normalement, en fait, quand vous regardez le mandat, c'est quand quand la NLC a connaissance des faits de corruption et autres, elle le transmet au procureur de la République compétent. Donc, normalement, voilà la mission. Après, on peut faire de la sensibilisation, on peut faire de la formation, on peut faire tout ce qu'on... Mais il n'est pas de mandat de la NLC d'aller faire de l'alerte brûlante et autres. Ce n'est pas dans le mandat. L'alerte pratiquement à charge. Justement, la NLC est placée sous la tutelle du président de la République. C'est une tutelle administrative, elle n'est pas opérationnelle, c'est vrai. Mais son existence est validée par le procureur de la République. En réalité, son existence réelle. Parce que vous avez beau faire des enquêtes. Vos enquêtes n'ont pas de sens si le procureur de la République ne juge pas de leur fiabilité. C'est une enquête administrative. Elle reste une enquête administrative. Et nulle part encore l'enquête administrative ne débouche sur des procès systématiques à charge avec condamnation déjà. Non, c'est pas normal, c'est une violation de la séparation des pouvoirs. Donc, il n'appartient pas à l'ANLC de tirer des conclusions comme ça. Première chose. La deuxième chose, je dis, même si c'est au nom de l'ANLC, il y a un problème de discipline structurelle et d'administration. Parce que, en tant qu'organe de l'État, on doit savoir quand même qu'en matière électorale, il y a des étapes. Le problème posé par le président Elias, si c'est au nom de la NLC, ce problème aurait dû être posé en son temps. Mais il s'agit le procureur de la République. Parce qu'il y a un droit pénal des élections. Il y a un droit pénal des élections. Et vous êtes tenu, quand vous avez connaissance des faits, de saisir le procureur de la République. C'est dans le code électoral. Alors ne pas le faire et garder ces informations et les sortir 3 mois ou 4 mois après, c'est une faute. C'est une faute. Le procureur de la République peut bien ouvrir une information s'il veut. C'est une faute. Dans quelles conditions vous avez ces éléments en possession et que vous n'avez pas saisi le procureur de la République compétent en son temps? Parce que des faits susceptibles d'être qualifiés de fraude
aux élections. Mais là où la sortie a été dangereuse, c'est qu'en clair, et il a effleuré, mais c'est qu'on est dans le droit des élections. Et en la matière, le premier il pose l'acte posé par une administration, la Sénat. Mais qui valide les listes aux élections? C'est la Cour constitutionnelle qui les valide. Donc, après du moment, la Cour constitutionnelle étant juge du contentieux, c'est que ce contentieux problème relève du contentieux. Si on ne prend pas le volet pénal, on prend le volet contentieux, ce problème relève du contentieux des élections. Et le fait que la Cour constitutionnelle ait validé les listes absout la Sénat. Absolument. Parce que la Cour constitutionnelle avait tout le temps, avait toute la latitude de faire les vérifications qui s'imposaient. Et après la publication. Après la publication, c'est elle qui valide, c'est sa publication qui fait foi. Donc, tout ce qu'on a pu, faute légère, faute lourde, faute machin, tout ça que les gens ont mis sur les réseaux sociaux, n'a de sens. Après du moment, la Cour constitutionnelle a validé les listes. Donc, le problème de la Sénat a fait sa sortie, oui, c'est vrai. Mais en réalité, même sans cette sortie, il est clair que, après du moment où les listes sont validées, on passe à autre chose. Quand vous regardez un match de football, et pénalty, pas pénalty, même le VAR qu'on a sorti. Vous pensez que le VAR, paraît juste, les gars ils vont, ils restent, ils regardent, l'arbitre annule. Après on se rend compte que non, mais le but était quand même acté. Alors que le pénalty n'était pas si vrai que ça, pourtant, on regarde la vidéo, mais dès que c'est acté, vous pensez qu'on va revenir 3 mois après pour dire qu'il n'y avait pas but? On pense déjà au match suivant. Attends, donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas jouer à ces jeux-là. Le président Zinokoui, lui, il a dit ce qui concerne les partis, mais sur les principes eux-mêmes, et sur la légalité des choses, la Cour constitutionnelle, de sa statut, son magistère, a décidé que ces listes étaient valides et que peu valides. C'est terminé. Les gens avaient le temps de soulever des contentieux, de faire des réclamations, de saisir la Cour, parce qu'elle est juge du contentieux. Donc, les gens avaient la latitude de saisir la Cour. Tout comme l'ANC avait la possibilité, puis n'étant pas candidat à l'élection, elle ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. L'ANC avait la latitude de saisir le procureur de la République compétent. Ne pas le faire et revenir aujourd'hui dans cette posture, c'est pas normal. Ça fait un peu l'indiscipline, ça va un peu dans tous les sens. Hein? Moi, je ne suis même pas dans le bien fondé ou pas. Ça, c'est au parti politique de voir. Mais au niveau de la principe, des principes de l'État, du fonctionnement des institutions, des normes républicaines, il faut bien qu'il y ait un peu d'ordre dans ce qu'il fait. Et cette sortie-là, elle est inopportune, elle est totalement indélicate, c'est pas du tout cohérent, ça ne répond à aucune norme et en principe, ça fait désordre. Peut-être que Jean-Baptiste, on va dire, se confond dans son rôle, notamment qu'il joue au niveau de l'ANC, et celui qu'il jouait toujours, activiste de la société civile. On peut être tenté de le dire, oui, mais bon, vous savez, personne au niveau de l'ANC ne s'est soulevé, ça veut dire que l'ANC valide. Ensuite, enfin, vous savez, parfois vous vous perdez dans ça, quoi. C'est tellement incohérent et désordonné. Vous demandez, c'est où la boussole? Voilà. On va vous demander de conclure cet entretien, justement. Écoutez, je pense que il faut qu'on avance. Les peuples qui veulent se développer avancent. Nous avons la chance. Tout le monde a déploré l'inertie, la corruption, le désordre. Et on a la chance d'avoir un président de la République qui a envie d'avancer. D'avancer avec en lecture les lois de la République, mais pas lues de la même manière que ceux qui les tirent à eux, ceux qui veulent que les lois soient appliquées, mais pour leur propre profit. Du coup, ils sont perdus et on va dans tous les sens. Je pense que le dialogue politique est l'occasion de franchise. Et si j'ai un petit conseil, ce serait osé de ma part, comme je l'ai dit tantôt, mais conseil d'amis, je compte des amis quand même au sein de CBE, citoyens béninois. Donc, c'est des conseils d'amis, c'est qu'ils aillent écouter et faire valoir leurs idées. Pas en allant pour dire il faut libérer, il faut exiger, on a exigé, personne n'a rien. Dans le débat, personne n'a rien à exiger. On n'exige pas aux détenteurs de pouvoir, on lui demande. Parfois, on lui demande respectueusement. Et ça, la manière dont vous demandez peut dépendre de la manière dont l'autre vous donne. Souvent, c'est même le cas. D'accord? Même si c'est votre droit, la manière de quérir votre droit peut beaucoup peser sur la réaction de l'autre. Je pense que le président Talon est un homme ouvert. Pour ce que l'analyste, le consultant apprécie de dehors, c'est un homme ouvert, mais un homme ferme à la fin. Donc, il est attentif au respect de certains nombre de normes, de principes, de règles. Et puis après, c'est quand même un homme. Il s'est lâché. On a vu beaucoup. Et si aujourd'hui les FCBE ont leur récépissé,
Et n'en déplaise à ceux qui continuent de croire au contraire, mais ils ont l'un des principes ici, c'est grâce à la largesse du président de la République. Si aujourd'hui beaucoup de partis font ce dialogue, c'est parce que le président a compris, a estimé qu'il fallait ouvrir le jeu. Et donc, sans violer la loi, en trouvant des palliatifs, en trouvant des... Donc, ça veut dire quoi? Que on a la chance d'avoir un exécutif qui permet d'aller... Entrons dans la brèche. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes vont être réglés. Mais beaucoup de problèmes déjà vont être réglés. C'est déjà ça. Après, tous les problèmes vont être soulevés et être réglés. Tout ne peut être réglé. Le dialogue est continué. Et qu'on sache que sur le terrain politique, il n'y aura jamais de consensus. Il n'y aura que des accords. Mais le terrain politique, si on veut consensus, alors faisons partie unique et avançons. Mais donc, du coup, chacun doit pouvoir s'ouvrir et savoir que c'est l'État après tout. Et l'État, c'est un chef et une équipe et des institutions. Et quand des étapes régulières, il y a des élections qui valident. À partir de ce moment-là, quand quelqu'un est là, qu'on lui l'aide, qu'on lui laisse la main, dans le cadre de ses fonctions. Mais, que chacun joue sa partition, l'opposition joue sa partition, donc un statut. Les partis politiques jouent leur partition, donc un cadre légal, réglementaire, cohérent, et un financement assuré, et des institutions qui jouent leur partition, parce que régulièrement mises en place. Lorsqu'on a ça, je pense que le développement peut commencer. Il est temps qu'on parle plus de développement que politique. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, expert, il faut le rappeler, expert en management électoral et en gouvernance aussi. Il est chroniqueur politique chez nous ici à ETL. Merci beaucoup de cette fidélité de tous les dimanches. Merci, amis téléspectateurs. À dimanche prochain.